Voyons si la colère est naturelle en nous penchant sur l'être humain. Quoi de plus doux que l'homme, tant que rien n'altère son équilibre intérieur? Mais quoi de plus cruel que la colère? Quoi de plus aimant que lui envers autrui? Quoi de plus haineux qu'elle? Celui-ci est fait pour aider son prochain, celle-là pour l'écraser. Il veut tisser des liens, elle les rompt. Il se veut utile, elle veut nuire. Il vole au secours de parfaits inconnus, elle s'en prend aux amis les plus chers. Est-il prêt à se sacrifier pour les autres? Elle choisira l'abîme pour les y entraîner. Nous devons ces mots à Sénèque, dans un texte rédigé en l'an 41 de notre ère, intitulé en latin « De ira », traduit en français « de la colère, ravages et remèdes ». Ce qui nous montre que le sujet que nous abordons aujourd'hui n'est pas nouveau et qu'il est sans doute consubstantiel à notre humanité. Nous commémorons actuellement la bataille de Verdun, qui a eu lieu il y a 100 ans. La Première Guerre mondiale a bouleversé l'Europe et le monde à tous les niveaux. Nous pouvons mesurer l'impact de cet événement historique et les questionnements qu'il a suscités en lisant ou relisant l'article de Sigmund Freud de 1915, « Considérations actuelles sur la guerre et sur la mort », qui est composé de 2 parties. La première intitulée « La désillusion causée par la guerre » et la seconde intitulée « Notre relation à la mort ». Il écrit au tout début de la première partie « L'individu qui n'est pas devenu lui-même un combattant et de ce fait une infime particule de la gigantesque machine de guerre se sent troublé dans son orientation et inhibé dans sa capacité de réalisation. Je pense que, pour lui, le moindre geste qui lui rendra plus facile de s'y reconnaître en son monde intérieur sera le bienvenu. Parmi les facteurs responsables de la misère psychique de ceux de l'arrière, et dont la maîtrise leur pose de si difficiles problèmes, il y en a 2 que je voudrais mettre en évidence et traiter ici. La désillusion que cette guerre a provoquée et le changement d'attitude à l'égard de la mort qu'elle nous impose, comme toutes les guerres. Il conclut la deuxième partie, modifiant l'adage latin « si vis pacem parabellum » par ces mots « si vis vitam paramortem ». Si tu veux supporter la vie, organise-toi pour la mort. 5 ans plus tard, en 1920, dans les chapitres 4 et suivants de son texte « Au-delà du principe de plaisir », Sigmund Freud va introduire ce qu'il appelle une spéculation, laquelle l'amène à présenter un nouveau dualisme pulsionnel opposant les pulsions de vie, qu'il désigne également du terme éros d'un côté, elle regroupe les pulsions sexuelles et les pulsions du moi, et elle vise à construire un lier et assimiler. De l'autre côté, il fait l'hypothèse de l'existence de pulsions de mort qui, elles, visent à détruire, désunir et désassimiler. Il termine sa présentation des 2 types de pulsions en écrivant « Ce qui ne peut aussi manquer de nous frapper, c'est que les pulsions de vie ont d'autant plus affaire à notre perception interne qu'elles se présentent comme des perturbateurs et apportent sans discontinuer des tensions dont la liquidation est ressentie comme plaisir. Les pulsions de mort, en revanche, paraissent accomplir leur travail sans qu'on s'en aperçoive. » Je voudrais m'arrêter plus longuement maintenant sur la 4e partie de l'article « Le moi et le ça » de 1923. Après avoir explicité la différence entre conscience et inconscient et rappelé sa première topique, conscient, préconscient, inconscient, ainsi que les 3 nouvelles instances psychiques qu'il distingue, moi, ça et surmoi, et présenter son schéma de l'appareil psychique dans les 3 premiers chapitres, il va tenter d'articuler ces nouveaux concepts avec le dualisme pulsionnel dans le chapitre intitulé « Les 2 espèces de pulsions ». Je vais reprendre ici pas à pas l'articulation métapsychologique qu'il propose. C'est un chapitre extrêmement dense, comme l'ensemble de l'article d'ailleurs, que je me suis efforcé de résumer de la façon la plus claire possible. Les écrivains de qualité ont le génie de dire l'essentiel en quelques lignes. Voilà le portrait que brosse Louis-Ferdinand Céline du tenancier d'un comptoir au centre du quartier européen lors de son passage en Afrique dans son voyage au bout de la nuit. Étouffer et souffrir était devenu pour lui comme un état second, voler aussi. On l'aurait bien désemparé si on l'avait rendu bien portant et scrupuleux d'un seul coup. Sa haine pour l'agent général directeur me semble encore aujourd'hui, à tant de distance, une des passions les plus vivaces qu'il m'ait été donné d'observer jamais chez un homme. Une rage étonnante le secouait à son égard, à travers sa douleur et à la moindre occasion,
Il enrageait énormément, tout en se grattant d'ailleurs de haut en bas. Rappelez-vous, pour faire écho au début de mon intervention, que ce roman illustre d'une façon particulièrement forte les effets qu'a pu provoquer la Première Guerre mondiale sur un individu qui y a participé activement. Je conclurai en chanson, en vous invitant à écouter ou à réécouter, et à danser, même si vous aimez ça, la chanson d'Erita Mitsuko, Il y a de la haine, dans l'album Système D, sorti en 1993, où Catherine Ringer nous chante « On n'a pas que de l'amour à vendre, il y a de la haine. La haine aussi, il faut qu'elle se répande, sans que ça traîne. Il faut bien qu'on la mette quelque part. » Enfin, je reviendrai à Sénèque, qui nous dit dans son « Déira » « Aucun homme sensé ne hait ceux qui se trompent, il serait sinon le premier à se haïr. » Je vous remercie.